Bonjour Ron, et bienvenue à nouveau. Nous sommes de nouveau rejoints par Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, pour discuter aujourd'hui des développements diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Je pense qu'un bon point de départ pourrait être les récents développements que nous observons actuellement avec les délégations concernant les drones en Pologne. Certains Européens ont présenté cela comme une attaque contre la Pologne et ont exigé que l'OTAN adopte une position plus ferme. Cependant, nos médias n'informent pas toujours très bien sur la position russe. J'aimerais donc vraiment vous demander, quelle est la position de la Russie à ce sujet? What is the Russian position on this? Well, we're very puzzled, of course, by this hype. Eh bien, nous sommes bien sûr très perplexes face à tout ce battage médiatique qui est créé autour de cet événement. Je suppose que toute personne qui lit plus ou moins des romans policiers ou qui essaye d'être un enquêteur sérieux se poserait avant tout la question suivante. À qui profite cet événement? Et si vous vous posez la question et essayez d'y répondre, la Russie profite-t-elle de ce qui se passe en ce moment, de manière très artificielle, autour de cette incursion de drones? Il n'y a aucune preuve, à part quelques inscriptions sur ces drones, qu'ils viennent de Russie. Mais comme vous le comprenez, il n'est pas difficile de faire cela en Ukraine. La seule preuve, c'est qu'ils sont venus d'Ukraine, du côté ukrainien. Cela ne signifie pas qu'ils viennent de Russie. Ils pourraient venir de n'importe où en Ukraine. Doesn't mean that they came from Russia. It could come from anywhere in Ukraine. Some of the pieces of evidence that were displayed. Certaines des preuves présentées sont franchement risibles, et je ne comprends pas comment elles ont pu être prises au sérieux. Beaucoup de questions se posent à ceux qui promeuvent cette idée. Mais la question centrale est, quel est notre intérêt? Pourquoi maintenant, après plus de 3 ans de conflit? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas à l'époque? Essayons-nous prétendument de tester les systèmes de défense des pays européens, de la Pologne, en envoyant leurs drones. Vous vous souvenez des cas où des missiles ukrainiens ont frappé des villes polonaises et qu'au début, ils ont également été attribués à la Russie sans aucune preuve. Puis lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait effectivement d'un missile ukrainien égaré, toute cette histoire a été étouffée, malgré le fait qu'il y ait eu, je crois, des citoyens polonais tués lors de cet incident. Alors, pourquoi maintenant? Quelle est notre logique? J'essaie de me poser cette question et de me mettre à la place de ceux qui promeuvent ces théories farfelues. Et je ne trouve aucune motivation pour que la Russie agisse de la manière dont on suppose qu'elle agit. Au contraire, bien sûr, il y a beaucoup de gens en Ukraine qui pourraient tirer profit de cette situation si elle attire l'attention de la communauté internationale, si elle suscite l'intérêt à Bruxelles et ailleurs. C'est évident, car la direction ukrainienne, le régime de Kiev depuis le premier jour, s'est concentrée sur l'implication de ses voisins, des pays de l'OTAN, dans le conflit. C'était une priorité absolue pour le régime de Zelensky, et il ne s'en cachait pas. Mais l'OTAN était réticente, les États-Unis étaient réticents, et ils le sont encore plus aujourd'hui. Même la Pologne hésite à s'impliquer dans ce conflit, malgré tous les sentiments anti-russes de l'élite polonaise. Alors, encore une fois, la question se pose. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous le faire? Est-ce que quelqu'un se pose sérieusement cette question, ou bien tout le monde est-il prêt à qualifier tout ce qui se passe à la frontière ou près de la frontière d'action russe? Si c'est le cas, c'est très triste, car alors nous ne sommes pas protégés contre d'autres provocations de ce type ou d'un autre type. C'est vraiment triste, ce qu'est devenu la communauté d'experts dans les pays européens. Ces personnes censées vraiment analyser les choses et tirer des conclusions avant de les qualifier et de prendre certaines décisions ou positions. Mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une tentative grossière de rejeter la faute sur la Russie. C'est très triste.
to blame Russia in this, it's very sad. One often gets the impression now that On a souvent l'impression aujourd'hui que la principale différence au sein de l'Occident est que les États-Unis aimeraient mettre fin à cette guerre. Du moins, Trump le souhaite. Il existe évidemment certaines divisions aux États-Unis, tandis que les Européens sont, disons, moins enthousiastes à l'idée d'une fin rapide de ce conflit. Il faut dire que dernièrement, Trump a fait des déclarations intéressantes, affirmant qu'il encouragerait les Européens à adopter pleinement des sanctions secondaires contre la Russie, ce qui reviendrait en pratique à sanctionner la Chine et l'Inde. Cela isolerait, je suppose, complètement l'Europe, ce qui explique pourquoi beaucoup estiment que cela est peu probable. Je me demandais comment vous interprétez cela. Est-ce un moyen de pousser les Européens à prendre en charge la confrontation avec la Russie? Est-ce simplement une façon de dire aux Européens que tout a été fait désormais et qu'il est temps d'y mettre un terme? Ou s'agit-il simplement de verrouiller la domination américaine sur le continent européen? Quoi qu'il en soit, que signifie réellement pour les relations américano-russes le fait que la rhétorique soit devenue un peu plus agressive ces derniers temps? Become a bit more aggressive lately. Well, I frankly haven't noticed any. Eh bien, franchement, je n'ai pas remarqué d'agressivité supplémentaire dans cette rhétorique, car tout ce que vous décrivez correspond parfaitement à la logique du président Trump et à sa façon de penser, de mener ses affaires et ses contacts. Peut-être que ça semble évident pour certains, mais d'autres ne s'en rendent pas compte lorsqu'ils essaient de dire que Trump est pro-russe ou pro, je ne sais pas, quelque pays que ce soit, pro-israélien, pro un autre pays. Mais le président Trump analyse toute la situation du point de vue des intérêts nationaux des États-Unis tels qu'il les comprend. Certains peuvent remettre en question sa logique, mais il la voit tout de même ainsi. Dès le début, je me souviens même pendant son premier mandat en tant que président, il attaquait l'OTAN. Non pas parce que c'était l'OTAN, mais parce que les pays de l'OTAN ne dépensaient pas autant pour la défense que les États-Unis. C'était son principe fondamental. Quelqu'un se moque des États-Unis, quelqu'un profite de l'argent des États-Unis et il veut changer cette situation. C'est la position centrale. Donc maintenant, selon sa logique, il serait bénéfique pour les États-Unis de mettre fin à cette guerre, car cette guerre détourne en quelque sorte l'attention des États-Unis d'autres régions importantes du globe. Il comprend que la coopération économique avec la Russie est très avantageuse pour les États-Unis et qu'il existe de nombreuses opportunités intéressantes qui s'offrent aux États-Unis. Il ne veut pas payer pour cette guerre parce que les États-Unis manquent d'argent et il dit que les États-Unis ont déjà assez payé et que c'est maintenant au tour de l'Europe de passer à la caisse. Pour les sanctions, il applique la même logique. Il veut que nous introduisions des sanctions. D'accord, mais que ferez-vous, vous, les Européens? Êtes-vous prêts à nous suivre? Êtes-vous prêts à introduire les mêmes sanctions? Parce que ces sanctions, si elles sont appliquées contre la Chine ou l'Inde, pourraient déclencher d'énormes effets négatifs pour l'économie mondiale, y compris pour les États-Unis. Donc, les citoyens américains devront en payer le prix. Les citoyens européens sont-ils prêts à en faire autant? C'est sa question. C'est sa logique partout. Il ne s'agit pas d'être pro-russe, pro-ukrainien, pro-européen ou pro-israélien. Il s'agit des intérêts nationaux des États-Unis, tels qu'il les perçoit. C'est ainsi que je comprends sa façon d'agir et la manière dont il explique sa position. Si l'on garde cela à l'esprit, je pense que tout devient très logique. Cela peut être décevant pour certains autres acteurs, je ne sais pas, qui semblent être plus idéologiques et qui attendent de lui quelque chose de plus idéologique. Mais il est très pragmatique. C'est un homme d'affaires. Il prend des décisions en fonction de sa compréhension de ce qui est bon ou mauvais pour les États-Unis d'Amérique, selon sa propre vision.
En Europe, je pense que c'est plus compliqué. Et j'ai oublié de mentionner, il se dissocie clairement de la crise ukrainienne. Il dit que ce n'est pas sa voix, mais celle de Biden, celle de Zelensky. Il affirme que ce n'est pas nous qui avons créé cette crise. Il dit toujours qu'il a sa propre compréhension de la façon dont cela s'est passé, de ce qui aurait dû se passer, de ce qui n'aurait pas dû se passer, de ce qui aurait pu être évité. C'est pourquoi il dit « ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma crise ». L'Europe ne peut pas faire de même parce qu'elle a été plus impliquée. Les élites européennes actuelles ont été plus impliquées dans la création de ce projet anti-russe en Ukraine. Et je pense qu'elles ne sont pas prêtes à y renoncer. C'est pourquoi elles font semblant d'être absolument aveugles, qu'elles ne voient pas qu'il s'est passé beaucoup de choses négatives avant 2022 qui ont mené à cette crise. Elles ne veulent absolument pas le reconnaître. Elles ne veulent pas voir le côté négatif du régime de Zelensky. Elles sont très réticentes, même lorsqu'il s'agit d'accusations de corruption, qui sont portées par les structures créées par les pays européens en Ukraine. Mais ils ferment complètement les yeux sur toutes les violations évidentes des droits de l'homme, ce qui va totalement à l'encontre de toute valeur européenne fondamentale. Ils ne veulent absolument pas le voir. Ils ne veulent pas remarquer la manière dont les russophones sont discriminés, d'une façon qu'aucun pays européen n'imaginerait même. Pourriez-vous imaginer la même chose en Belgique, par exemple, ou en Suisse, ou, je ne sais pas, en Finlande, peu importe, qu'il y ait une telle discrimination contre une minorité russe, ou je ne sais pas, une minorité francophone, ou tchèque, ou germanophone. Ce serait un scandale. Et c'est totalement contraire à la logique des valeurs civilisationnelles européennes fondamentales. Mais ils n'appliquent pas cela en Ukraine, même s'ils disent que l'Ukraine fait partie de l'Europe, que l'Ukraine appartient à l'Europe. Tout cela. Mais ils ne veulent pas discipliner l'Ukraine à cet égard, ce qui pour nous est absolument évident. L'Ukraine devrait être disciplinée sur ce point pour devenir plus ou moins semblable aux autres parties de l'Europe, où il y a davantage de respect pour ce type de valeurs. Pour nous, c'est évident, mais ils ne veulent pas le reconnaître. C'est pourquoi, pour eux, trouver une solution à cette crise de la manière proposée par le président Trump serait en grande partie une perte de face. Ils devraient admettre leurs erreurs. Ils devraient reconnaître que ce qui a été fait en Ukraine était absolument de nature anti-russe. Ils devraient admettre que l'Ukraine a été utilisée comme un pion dans un jeu géopolitique contre la Russie, ce qui est, je pense, absolument évident pour tout le monde. Et le président Trump a fait quelques allusions à cela, d'après ce que je comprends. Donc pour eux, c'est un choix plus difficile. Et ils sont trop idéologiques. Ils sont trop idéologiques. Ils ne voient pas cela dans le paradigme de qui en profite et qui en pâtit. Je pense que c'est pour cela qu'ils ne sont parfois pas sur la même longueur d'onde que les États-Unis à ce sujet. Et encore une fois, je voudrais avertir tout le monde de ne pas simplifier ces choses et de ne pas laisser entendre que le président Trump adopte une logique russe, ukrainienne ou européenne. Il adopte une logique américaine. Il défend les intérêts de l'Amérique et veut des avantages pour son pays. C'est pour cela qu'il a été élu ici aux États-Unis et il considère que sa mission est d'agir ainsi. Il ne faut donc pas commettre l'erreur d'analyser cela à travers des lunettes idéologiques. Vous savez, c'est un très bon point. Nous utilisons toujours, surtout à travers l'Europe, cette étiquette. Nous devons toujours dire pour ou contre l'OTAN, pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Ukraine. Je n'y pense pas. Il n'est pas intimidant, absolument pro-américain. D'ailleurs, le président Orban a répété à plusieurs reprises « Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-ukrainien, je suis pro-hongrois. J'ai été élu par le peuple hongrois et je ferai ce qui est bon pour la Hongrie. »
Je pense que c'est la bonne approche et c'est un bon exemple à suivre pour tous ceux qui réfléchissent vraiment à l'intérêt de leur propre pays. I did want to ask you though about Je voulais toutefois vous interroger sur l'héritage de la rencontre en Alaska, car il me semble qu'elle mérite de figurer dans les livres d'histoire. Poutine et Trump se rencontrant en Alaska. Mais cette réunion ne portait pas uniquement sur l'Ukraine. Elle avait aussi, encore une fois, si l'on veut de la stabilité dans le monde, il faut que les deux plus grandes puissances nucléaires coopèrent, ce qui explique, je suppose, pourquoi la sécurité nucléaire serait un enjeu clé sur lequel les deux pays souhaitent travailler. Mais quel est l'héritage aujourd'hui? La Russie et les États-Unis sont-ils capables de s'appuyer sur ce qui a été accompli en Alaska, ou pensez-vous que cela est en train d'être compromis? what was achieved in Alaska, or is this being undermined, you think? There are active attempts to undermine the legacy of Alaska. Il existe des tentatives actives pour saper l'héritage du sommet de l'Alaska, car de nombreux pays ont été effrayés par la perspective d'une coopération et d'un rapprochement entre la Russie et les États-Unis. Le rétablissement de leurs relations est un cauchemar pour de nombreuses capitales dans le monde. En premier lieu, Londres, Paris, Berlin et Bruxelles en ce moment. C'est absolument évident. Mais cela ne diminue en rien l'importance de la rencontre en Alaska, car j'ai l'impression, et pardonnez-moi pour une telle comparaison, qu'il s'agissait d'une rencontre entre les deux adultes dans la pièce. Et il y a beaucoup d'enfants autour qui essayent de l'analyser selon leur propre logique, avec leur propre expérience, qui est bien inférieure à celle de ces deux adultes, car eux comprennent vraiment ce qui est en jeu. Inferior to the experience of these two adults because they really understand what's at stake, and that's very good that they are ready to. Et c'est très bien qu'ils soient prêts à fournir cette analyse mature. Ce ne sont pas des plaisanteries. Si nous assistons à d'autres provocations, et le régime ukrainien est tout à fait prêt à être à l'origine de ces provocations, alors nous risquons de ne pas remarquer le moment où il sera trop tard et où le monde sera entraîné dans une nouvelle guerre, qui serait une guerre nucléaire. À ce moment-là, il sera bien trop tard pour dire qui était responsable et qui aurait dû faire quoi. Et je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore des livres d'histoire à ce stade. Je pense que ces deux personnes responsables, ces présidents responsables, comprennent le poids qu'ils portent actuellement sur leurs épaules. Et c'est pour cela qu'ils se sont rencontrés en Alaska. C'est pour cela qu'ils ont discuté de tous ces sujets. Et ils étaient absolument prêts au fait que leur rencontre, leur discussion, serait déformée dans le monde, qu'elle serait présentée comme une sorte de collusion, comme une sorte de, vous savez, mauvaise chose pour le monde entier. Je pense qu'ils étaient prêts à cela. C'était assez évident. Il aurait été naïf de s'attendre à ce que tout le monde accepte cela. Et nous avons vu, à la suite de cette rencontre, des tentatives claires à Kiev, des tentatives claires dans les capitales européennes, de réécrire complètement cette compréhension, l'esprit de l'Alaska, et d'essayer de la présenter d'une manière différente, qui n'est pas l'original. La seule façon dont ils veulent présenter la situation, c'est que la Russie est responsable, que la Russie doit être vaincue, que la Russie doit être punie pour ce qu'elle fait ou ne fait pas, ou peu importe. C'est une logique très simple et c'est très prévisible. Donc je ne pense pas que beaucoup de vrais spécialistes et analystes se faisaient des illusions sur les conséquences de l'incident en Alaska. Mais je ne pense pas que tout soit perdu. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses positives qui découleront de cette rencontre entre les présidents, de leur compréhension mutuelle. Et je pense qu'ils sont tous deux assez déterminés à faire avancer les choses vers une situation où l'on pourra parler d'un règlement durable, à long terme et équitable de la crise ukrainienne, pour lequel, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, et nous continuerons à le dire, il faut s'attaquer aux causes profondes de ce conflit.
Il est impossible de résoudre ce problème rapidement, et le président Trump a récemment admis qu'il ne s'attendait pas à ce que cela devienne une tâche aussi difficile pour lui. Il n'existe pas de solution facile, car c'est le résultat de l'accumulation de nombreux problèmes, efforts et actions sur un grand nombre d'années. Et pour le comprendre, pour vraiment améliorer la situation, il faut du temps, bien sûr, et une véritable coopération de la part de tous. Nous ne voyons à ce stade aucune volonté de la part de l'Europe, ni bien sûr de la part du régime de Kiev. En ce qui concerne le régime de Kiev, nous comprenons que la seule chose qui compte pour Zelensky est de sauver sa propre peau. Et il sera tout à fait prêt à sacrifier chaque Ukrainien pour cela. C'est ce qu'il fait en ce moment. Au lieu d'essayer de mettre fin aux hostilités et de parvenir à une solution équitable à cette crise, ce qui était à la portée de l'Ukraine, comme vous vous en souvenez tous. Dès mars et avril 2022, ces efforts ont été sapés par les Britanniques en premier lieu et par d'autres. Mais bien sûr, M. Boris Johnson, est celui qui vient à l'esprit quand on parle de cela. Voilà où nous en sommes. Et je pense que les choses ne s'amélioreront pas à mesure que nous avancerons vers une résolution durable de cette crise. Mais je pense que l'orientation a été clairement définie en Alaska, et je ne crois pas qu'il y ait la moindre déviation par rapport à cette orientation, malgré toutes les tentatives faites par l'Europe et par le régime de Kiev. Eh bien, sur la question de la sécurité nucléaire, il y a eu un effondrement presque total des accords de contrôle des armements. Et bien sûr, si rien n'est fait dans les prochains mois, cela pourrait être une véritable catastrophe. Mais quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui doivent être résolus? Les États-Unis souhaitent-ils remplacer un traité américano-russe par un traité trilatéral, Russie, Chine, États-Unis? Ou bien, quelles sont les positions concurrentes afin de parvenir réellement à un accord et d'assurer un meilleur contrôle des armements dans l'intérêt du monde entier? Eh bien, ce qui est en jeu en ce moment, c'est l'expiration du traité START, qui constitue le dernier cadre pour toute régulation des efforts de désarmement entre la Russie et les États-Unis. La solution immédiate et la démarche la plus évidente serait de prolonger ce traité, afin d'avoir au moins une base sur laquelle s'appuyer pour les efforts futurs. Nous sommes vraiment en désaccord avec les États-Unis sur de nombreuses questions liées au désarmement et à la non-prolifération, sur la manière dont vous traitez vos voisins et sur bien d'autres sujets. Mais encore une fois, s'il s'agit d'agir en adultes responsables, alors nous devons trouver un espace, une possibilité de parvenir à certains accords. Et cela ne profite pas seulement aux États-Unis et à la Russie, c'est dans l'intérêt du monde entier. Et il faut en prendre conscience. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Mais ce qui est encourageant, c'est que le président Trump lui-même a identifié à plusieurs reprises ce problème comme devant être résolu. Et il attend vraiment, avec impatience, de résoudre cette question comme première étape vers je ne sais pas quoi. Parce que tout le réseau de l'architecture, du désarmement, du contrôle des armements, de tout cela, a été démantelé étape par les précédentes administrations américaines. Nous nous en souvenons tous. Si vous comparez ce que nous avions, disons, en l'an 2000 et ce que nous avons aujourd'hui, vous verrez que nous n'avons absolument plus aucun filet de sécurité contre d'éventuelles aventures, contre n'importe quelle initiative. Et c'est pas normal, et tout le monde le comprend. C'est donc une question complexe, mais il faut une étape, une première étape. Et cette première étape est évidente pour tous les spécialistes. C'est la prolongation du traité START. Nous espérons donc y parvenir, et nous n'avons pas beaucoup de temps.
Nous avons seulement jusqu'en février de l'année prochaine pour essayer de résoudre cette question, après quoi il expirera. Et je ne sais pas, nous serons alors dans des eaux totalement inconnues, quoi qu'il arrive. Et c'est évidemment quelque chose que nous voulons tous éviter. Oui, eh bien, il y a beaucoup en jeu s'il n'y a rien pour remplacer le traité START. Je suis donc au moins heureux que cette période sans diplomatie soit terminée. J'espère donc que la Fédération de Russie et les États-Unis feront des progrès à ce sujet. Monsieur Polianski, merci beaucoup pour votre temps. Mr. Polianski, thank you so much for your time. Je vous en prie.